Du coup, moi j'avais choisi un titre pour ce barcamp qui s'appelle « Quand la réalité rattrape la fiction ». Et du coup, vous allez comprendre pourquoi avec mon sujet de thèse, on va parler de cette petite bestiole-là, mais en tout cas, juste avant, on va parler de fiction. Alors j'espère que vous avez tous déjà entendu parler ou au moins regardé le film Alien qui a été produit par Ridley Scott et qui sort tout droit de l'imaginaire de Giger. Dans ce film, donc il y a des aliens, ici vous pouvez voir une représentation d'un de ces aliens, qui vivent dans une planète dans laquelle, pour se reproduire, ces aliens ont besoin de pondre des œufs dans d'autres organismes. Ok, et bien évidemment, l'œuf, quand il rentre dans l'organisme, il va se nourrir de cet organisme de l'intérieur et en sortir et donc le tuer. Et vous vous doutez bien que dans ce film, les individus qui sont les hôtes, c'est les humains, puisqu'ils arrivent sur cette planète. Ici, vous pouvez voir une représentation. Et en effet, ces aliens, ils ont une forme larvaire, ici, qu'on appelle un facehugger, qui s'accroche directement à la tête de l'homme et pond avec une sorte de rostre son œuf, le petit bébé alien, là, qui va ressortir et tuer l'homme. Alors, en voyant un peu cette histoire, vous allez tous dire que c'est monstrueux et que c'est un film d'horreur, c'est le cas d'ailleurs. Mais si je vous disais maintenant que ça existait vraiment dans la vraie vie. Et d'ailleurs, un des premiers à s'en rendre compte, c'était Charles Darwin, un peu le père de l'évolution, qui disait en envoyant une lettre à un de ses amis botanistes, « Il me semble qu'il y ait bien trop de misère dans ce monde. Je ne peux pas me persuader qu'un Dieu bienfaisant et tout-puissant aurait créé les parasitoïdes avec l'intention de les nourrir au sein de corps vivants de chenilles. » En effet, c'est ces guêpes parasitoïdes, c'est mon sujet de thèse ici, vous avez une très belle représentation. Ces guêpes, tout comme les aliens, elles pondent des œufs dans d'autres organismes. Alors, on serait tous au courant si c'était chez les hommes. Bien évidemment, c'est chez d'autres organismes plus petits, d'autres insectes, comme ici une chenille. Alors, on va s'intéresser justement à cette petite bestiole qu'on appelle des guêpes parasitoïdes. Alors, vous avez tous probablement déjà croisé dans la nature, si vous baladiez, c'est ces petites guêpes-là qui sont attirées donc, par des chenilles, leurs hôtes, qui véhiculent donc des molécules qui vont les attirer. Cette guêpe, elle a besoin de pondre son œuf dans cette chenille, donc elle va s'agripper à elle, non moins sans difficulté, vous imaginez bien que la chenille elle va se défendre, mais toujours étant qu'elle va pondre son œuf avec son dard ou alors ovipositeur dans le corps de cette chenille. Et l'œuf, donc elle va en pondre plusieurs, il va se retrouver à baigner dans cet hémocèle, c'est l'équivalent du sang chez les mammifères par exemple, et grossir, donc devenir une larve, et se nourrir de l'intérieur. Et pendant tout ce temps, la chenille, elle va avoir un comportement tout à fait normal, elle va continuer de se nourrir de feuilles tout à fait normalement. Mais elles vont grossir, et un jour, elles vont sortir. Ici, vous avez une petite représentation. Et lorsqu'elles sortent, là, la chenille, elle a un comportement complètement différent, donc des fois, elle va mourir, des fois non. Et ces larves de guêpes vont donc former des cocons. Et ici, quelques jours après, elles vont éclore. Et donc, certaines fois, il y a même des chenilles qui ont un comportement de défense envers ce cocon, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de se nourrir et elles défendent complètement les cocons des guêpes qui les parasitent. Mais vous vous doutez bien qu'au cours de l'évolution, ces guêpes parasitoïdes, enfin les chenilles, vont se défendre. Elles vont avoir sélectionné des stratégies de défense. Et en effet, tout comme vous, si on vous injecte un corps étranger dans le corps, vous avez une réponse immunitaire, des cellules chez la chenille qu'on appelle des hémocytes, qui vont entourer l'œuf et le détruire. C'est la réponse immunitaire. Et donc, la chenille, elle aura gagné. Mais vous vous doutez bien qu'aussi, l'évolution, c'est assez marrant. Au cours de l'évolution, la guêpe, elle aussi, elle aura domestiqué, enfin en tout cas, sélectionné des stratégies pour contrer le système immunitaire de la chenille. Et l'une d'entre elles, ça implique la domestication. Alors, comment ça fonctionne ? Dans les années 80, les chercheurs ont découvert que lorsqu'elle injectait son œuf, certaines de ces guêpes injectaient également des particules en rouge ici, qui ressemblaient étrangement à des virus. Et ces particules, elles avaient la particularité donc, de interagir avec ces cellules-là et les détruire. Et donc permettre finalement à l'œuf de survivre à la réponse immunitaire. Alors comment ça fonctionne ? Je vous ai dit que ça ressemblait vraiment à des virus, ces particules. D'ailleurs, si on regarde une photo d'un virus que vous connaissez très bien en ce moment, le coronavirus, c'est des particules qui sont comme ça, qui ont une capside et aussi, on appelle ça un liposome. Et à l'intérieur, il y a de l'ADN du virus. Et pour qu'elle rentre, cette particule, elle doit fusionner ses membranes avec la cellule qu'elle infecte. Eh bien, ces particules qu'on retrouve, qui sont injectées par la guêpe, elles ressemblent vraiment à ça, à l'exception, donc ici vous avez une photo de microscopie électronique, à l'exception qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'ADN de virus, non, il y a de l'ADN de la guêpe. Et ça, c'est la première fois qu'on voyait ce genre de choses. Alors, comment ça a pu se passer ? Alors, je vous propose de revenir il y a 100 millions d'années en arrière, là où ça a pu débuter, au moins pour une de ces espèces, pour l'ancêtre commun de ces guêpes. Alors, l'ancêtre commun d'une de cette famille de guêpes, ici, comme ses descendants, elle cherchait une proie pour pondre ses œufs. Sauf qu'un jour,
Donc elle pond son œuf ici, comme ça. Et donc, lorsqu'on regarde comment ça se passe ici, chez cette guêpe, il y a 100 millions d'années, eh bien, hop, ici, les particules vont arriver dans la cellule de l'immunité de la chenille pour la détruire, donc. Mais comment est-ce qu'elles font? Elles ont une capacité physiogénique, tout comme les virus. Elles vont avoir une fusion de membranaire, mais toujours avec l'ADN de la guêpe qui est véhiculé grâce à ces véhicules. Et cet ADN de la guêpe est directement intégré dans la cellule de la chenille. Et donc, les cercles d'ADN vont aller progressivement jusqu'au noyau de la cellule de l'immunité de la chenille et intégrer ce noyau et finalement intégrer, par endogénisation, on appelle ça, les chromosomes de la chenille. Donc ces véhicules qui sont d'origine virale permettent vraiment de véhiculer des gènes de la guêpe jusqu'aux cellules de l'immunité de la chenille. Et puisqu'elles sont intégrées dans les chromosomes de la chenille, elles vont être produites par elles-mêmes. On appelle ça la thérapie génique. Elles ont carrément inventé la thérapie génique, ces guêpes. Et donc, en gros, la chenille elle va produire ce qui va la tuer elle-même. Et donc, finalement, ces protéines vont sortir, et détruire finalement cette cellule qui était en train de détruire l'œuf de la guêpe, et donc finalement rendre cet œuf tout à fait viable, et il va vivre comme un œuf normal. Alors, comme je vous disais, il y a 100 millions d'années, comment ça a pu se passer? Eh bien, ces guêpes, tout comme nous aujourd'hui, elles étaient sujettes à beaucoup d'attaques de virus qui s'intégraient dans ces cellules. Sauf qu'un jour, par hasard, cette guêpe-là, donc ici vous avez un schéma de cette cellule, cette guêpe, pour un de ces virus qu'on appelait nudivirus, il s'est intégré par hasard dans son chromosome. Et cette intégration a permis, il y a 100 millions d'années, et jusqu'à maintenant avec beaucoup de remaniements bien sûr, de former ces véhicules d'origine virale. Et donc, vous allez peut-être vous demander, mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Eh bien, moi, je m'intéresse justement à ces intégrations-là le long de toutes les espèces qui sont dites parasitoïdes. Moi, je cherche ces intégrations de virus. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, bon, on va reprendre un peu le sujet de ma thèse, parce que je ne vous ai pas vraiment donné le titre, même si c'était donné en introduction. C'est la domestication virale chez les insectes parasitoïdes. Et donc, mes directeurs de thèse, c'est Julien Varadi et Frédéric Fleury. Là, je commence ma 2e année. Et l'idée, c'est d'avoir un programme de recherche en 2 axes. Le premier, c'est des approches bioinformatiques pour avoir une approche globale. Et après, aller plus dans le détail avec des approches expérimentales. Alors déjà, intéressons-nous à la première, les approches bioinformatiques. Pour rechercher ces gènes de virus intégrés, il nous faut un jeu de données. Et le jeu de données, il va être sans a priori, c'est-à-dire qu'on va inclure toutes les hyménoptères. Les hyménoptères, c'est l'ordre le plus diversifié au monde, qui comprend, donc vous les connaissez bien, par exemple, tout ce qui est fourmis, les abeilles, les frelons, les guêpes, et bien évidemment les guêpes parasitoïdes dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et donc, ce jeu de données, il est composé de 126 génomes, c'est un gros jeu de données. Et l'idée, c'est d'aller à la recherche dans toute cette phylogénie. Donc ici, vous avez une représentation de la généalogie des espèces, un peu leur parenté entre elles. Et ici, par exemple, vous avez leur ancêtre commun qui aurait vécu il y a 300 millions d'années. Et l'idée, c'est d'aller à la recherche de ces événements de domestication chez ces individus-là. Et plus particulièrement chez les individus qui sont en vert ici, qui sont les guêpes dites parasitoïdes. Alors, comment ça fonctionne? Ici, en rouge, c'est ce qui a été observé jusqu'à présent d'événements de domestication virale. Alors c'est assez peu, vous allez me dire, comparé à toute la diversité des hyménoptères, mais l'idée c'est de justement aller chercher sans a priori maintenant plus d'événements qui n'ont été trouvés jusqu'à présent. Alors comment on fait? Eh bien, il nous faut un génome, je vous dis qu'on en avait 126, mais pour prendre un exemple, on va prendre un seul de cette petite guêpe parasitoïde. Donc par exemple, on peut prendre sa patte et ensuite séquencer son génome. Une fois qu'on a son génome, comme ça qu'on peut voir ici en vert, on va rechercher des portions qui ressemblent vraiment à du virus. Pour ça, il faut avoir une base de données virale, donc toutes les séquences virales connues jusqu'à présent, donc ça fait à peu près 800 000 séquences protéiques, et regarder par homologie de séquences, on dit, ou alors ressemblance de séquences, si en effet, le long du génome de ces guêpes, on a des choses qui ressemblent à du virus. Ça, on peut le faire avec des méthodes bioinformatiques qu'on développe. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces événements, on peut se demander est-ce que ces gènes ils sont intégrés ou non? Parce qu'en fait, ça peut être tout simplement un virus libre qu'on a détecté par erreur. Et bien ça, par exemple, on peut étudier l'environnement génomique, qu'est-ce qu'il y a à côté. On peut aussi regarder le nombre donc on dit de lectures lors des séquençages, etc. Enfin, il y a beaucoup de métriques qui nous permettent de valider cette idée ou non. Ensuite, une fois qu'on est assez content et qu'on pense qu'ils sont intégrés, on peut se demander est-ce qu'ils sont vraiment domestiqués? Dans la domestication virale, on entend que ces gènes ont un effet bénéfique pour le succès reproducteur de ces guêpes.
Alors pour ça, on peut étudier par exemple, pour savoir si ces gènes-là sont exprimés. S'ils ne le sont pas, c'est qu'a priori, ils n'ont pas vraiment de fonction. Quelles sont les fonctions, etc. Ensuite, justement, en parlant de fonctions, on peut regarder, on s'attend à ce que ces gènes-là, vous vous rappelez avec les petites histoires, c'est ce qui va faire, ils vont coder pour des véhicules. Et bien on s'attend à ce que chaque partie de ce véhicule soit codée, donc soit produite par ces gènes-là. Par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait des gènes qui codent pour des enveloppes ici, ou alors des capsides, ou alors des protéines d'adressage. Alors, ensuite, une question plus large, puisqu'on a plusieurs génomes d'individus, on peut se demander, c'est quoi l'histoire évolutive de l'acquisition de ces gènes? Est-ce qu'ils ont été acquis très récemment chez une espèce, ou est-ce qu'ils ont été acquis chez des ancêtres communs, puis transmis par héritabilité? Donc, par exemple, l'espèce 1 et 2, ici, on voit que si les deux présentent des patterns de ressemblance à des gènes de virus aux mêmes endroits dans les génomes, alors, a priori, ça veut dire que l'ancêtre commun de ces deux espèces a eu une intégration d'un génome viral entier qu'il a ensuite transmis à ses descendants, espèce 1 et espèce 2. Alors maintenant, passons justement aux résultats. Ici, je vous montrais qu'en rouge, donc ça fait 1 an que je travaille là-dessus, il me reste encore 2 ans bien évidemment, mais les résultats préliminaires nous montrent que ici en rouge, c'est ce qui a été trouvé jusqu'à présent, avec en bleu ici ce qui a été découvert dans mon laboratoire il y a très peu de temps. Et l'approche que j'ai développée, l'approche bioinformatique, a permis de montrer de nouveaux cas ici le long de toutes ces phylogénies et dans des familles pour lesquelles on n'avait pas encore de cas connus de domestication virale. Alors je ne vais pas tous les énumérer, je vais bien sûr en prendre que un. Et un qui est assez intéressant et sympa, c'est cette petite guêpe parasitoïde qui a été découverte il y a seulement 2 ans à Java, qui s'appelle Platygaster orseoilae. Donc c'est une espèce qui n'était pas connue jusqu'à présent, mais j'avais les génomes de cette espèce. Et cette espèce-là, elle pond ses œufs dans ses larves de diptères. Ici, ça ressemble un peu à un moustique qui eux-mêmes pondent leurs larves dans des plantes. Donc celle-ci, elle va être attirée par ces larves et pondre dedans. Et elle est intéressante, cette espèce, puisqu'à priori, les résultats qu'on a jusqu'à présent, c'est que cette espèce-là, elle aurait domestiqué non pas un, mais 2 génomes de virus indépendants. Un génome qui s'appelle Filamentous virus, c'est un virus qui en plus manipule le comportement de ponte chez des espèces de Leptopilina. Et un autre qui est très bien connu, les bêta-nudivirus, pour déjà avoir été domestiqué dans l'histoire. Et ce qui nous permet de dire ça, c'est qu'on a une espèce qui est assez proche, qui elle aussi est une platygaster, mais équestrice, et elle ne présente pas, elle, ces patterns de domestication. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde où est-ce que se trouvent ces gènes domestiqués d'origine virale le long du génome de cette guêpe Platygaster orseoilae, on se rend compte qu'elle se retrouve un peu dans des endroits très proches, ce qui sous-tend une hypothèse d'intégration plutôt récente. En tout cas, c'est ce que nous disent les résultats préliminaires. Et lorsqu'on voit ici, vous avez plusieurs couleurs, on ne voit pas très bien, mais chaque couleur, c'est une fonction de ces gènes. Et par exemple, vous voyez que certains gènes codent pour des fonctions, par exemple, qui vont créer les capsides ou alors les protéines d'adressage, etc. Alors bien évidemment, là je suis qu'à la première année de ma thèse et maintenant l'idée ça va avoir des perspectives de recherche grâce à ces résultats. Et l'une d'entre elles c'est de passer après à des approches expérimentales en laboratoire, puisque jusqu'à présent on était uniquement in silico, et bien ça serait bien d'aller maintenant in vitro. Alors par exemple on pourrait valider expérimentalement la présence de ces gènes par validation PCR, vous êtes tous au courant de ce que c'est en plus maintenant, je n'ai pas trop besoin de l'expliquer. Et donc, on peut aussi regarder directement dans les cellules des guêpes, puisque ces particules virales, là, qui ressemblent à des virus, on sait que la plupart du temps, elles sont produites ici, dans l'appareil reproducteur de ces guêpes femelles. Et on devrait les observer par microscopie électronique si, en effet, elles sont produites. Une autre idée, ça serait de faire de la génomique fonctionnelle, c'est-à-dire, si on part du principe que ces véhicules sont hyper importants pour le succès reproducteur des guêpes, pour la survie des œufs, et si on inactive un de ces gènes, on va inactiver la fonction de ce véhicule et il ne va plus fonctionner. On s'attend en effet à ce qu'ils reconnaissent par exemple plus du tout les cellules de l'immunité qui puissent plus s'accrocher à elles et les détruire. Voilà. Et enfin, l'idée aussi, c'est d'analyser un plus grand jeu de données qui rentre directement dans le projet qu'on appelle Horizon Project, le projet Horizon, qui lui vise à étudier les transferts de gènes entre ces guêpes et leurs hôtes. Mais ce jeu de données-là, il va avoir un intérêt, c'est qu'il inclut aussi des individus parasitoïdes qui ne sont pas des hyménoptères, mais des mouches, parce qu'on sait aussi qu'il y a certaines mouches, des diptères, qui elles aussi sont parasitoïdes.
Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, bah, je serai content d'y répondre. Peut-être que je me mets là. Ouais. C'est pas mon... Donc une première question, c'est quoi ton parcours scolaire avant la thèse? Mon parcours scolaire avant la thèse, bah, il n'est pas très... Ouais. J'ai commencé en maternelle, ensuite non, on va rester... En fait, j'ai fait un lycée, j'ai fait un baccalauréat professionnel en animalerie. Alors, il n'y en a que 4 en France, c'est pas beaucoup. L'idée, c'était ça forme des personnes qui veulent être techniciens conseillers vente en animalerie, par exemple. Donc j'ai fait ça et ensuite, en général, on reste dans ce métier-là. Mais moi, j'ai décidé après de continuer parce que j'aimais bien la biologie à l'université. Donc c'était un peu compliqué parce qu'en général, on fait bac S. Mais bon, j'y suis arrivé quand même. Hein, il ne faut pas perdre espoir. Hein. Et ensuite, j'ai fait aussi un échange universitaire avec l'université de Tromsø en Norvège. Ça, c'était durant ma L3. Et là, après, master donc de génomique et biologie évolutive. Et voilà, et maintenant, je me retrouve ici. Voilà. C'est ça mon parcours professionnel, enfin scolaire plutôt. Donc question suivante, avez-vous trouvé ces informations chez plusieurs hôtes différents ou ces guêpes ont-elles un seul hôte spécifique de prédilection? Ouais, alors il faut savoir qu'une guêpe peut avoir plusieurs hôtes en plus. Non, il y a vraiment, par exemple, celles qui ont été découvertes au laboratoire, leurs hôtes, c'est des diptères, c'est des drosophiles, des mouches. Alors que les guêpes qui étaient connues pour avoir domestiqué chez, par exemple, on appelle ça la super grande famille des Echinomonoidae, elles s'attaquent plutôt à des chenilles, des papillons, qui sont en plus ravageurs de culture, c'est pourquoi ils ont été beaucoup plus étudiés en plus dans les années 80. Donc en fait, non, le spectre d'hôtes, il est vraiment énorme, très diversifié. Alors il y a pourquoi la chenille? Ça ne serait pas plus facile que la guêpe pique un animal plus gros sans le tuer? Pourquoi la chenille serait plus facile? Ah d'accord, pourquoi est-ce qu'en gros, par exemple, elle n'attaquerait pas un homme? Eh ben, vous savez, moi je ne peux pas répondre à ce genre de questions. S'il y a pas pourquoi, on ne peut pas répondre en pourquoi en science, on peut répondre comment peut-être, mais sûrement qu'au cours de l'évolution, c'était plus adaptatif d'interagir avec des organismes insectes eux aussi. Parce que vu que c'est des clades qui sont assez proches aussi phylogénétiquement, peut-être que c'était plus facile pour elles. Après, peut-être qu'aussi le système immunitaire de mammifères, par exemple, il est beaucoup plus élaboré, avec des gros guillemets, que d'autres insectes, et donc c'est moins adaptatif de s'attaquer à ces individus-là. Voilà. Après, comme j'ai dit, le spectre d'hôtes, il est énorme. Par exemple, on connaît des guêpes parasitoïdes qui, on appelle ça des super parasitoïdes, qui attaquent d'autres parasitoïdes. Donc c'est vraiment... Il y a des guêpes parasitoïdes qui attaquent des guêpes qui ne sont pas parasitoïdes, qui attaquent des plantes. Vous voyez, ça fait vraiment poupée russe. Hein. Donc bon, on peut tout avoir. Y a-t-il déjà eu de la publication et donc du séquençage de ces véhicules viraux domestiqués chez ces guêpes? Ouais, en général, par exemple, les nudivirus, c'est les plus connus pour avoir été domestiqués. Il y a des génomes qui sont disponibles, heureusement, parce que c'est ce qui présente un peu... ma base de données, elle est composée de la plupart du temps de séquençage de génomes de virus. Par exemple, au laboratoire, nous, on a séquencé on appelle ça le virus LBFV, on a séquencé son génome, donc des fois, c'est très compliqué, parce que les génomes de virus, c'est pas facile à séquencer, mais ouais, il y a des génomes de virus séquencés. Ouais. Vous avez dit que les véhicules ressemblaient au virus, mais concrètement, ils sont formés comment? Il y a aussi une capside protéique, etc., ou c'est plutôt à base de liposomes? Eh ben, ça dépend. Encore une fois, il y a deux stratégies principales. Il y a une stratégie qu'on appelle les virus-like particles. C'est en gros des particules qui ressemblent à des virus, mais on n'a que du liposome. Et à l'intérieur, on n'a pas des cercles d'ADN, mais directement des protéines de la guêpe.
Ça, c'est le premier cas. Et on a l'autre cas, qui est celui que j'ai présenté, où on a en effet des liposomes qui sont composés de capsides qui elles-mêmes présentent à l'intérieur des cercles d'ADN. Donc ça, c'est deux structures différentes. Et encore des fois, en plus, au sein des structures, il y a des sous-structures différentes. Et en plus, comment elles sont formées? Du coup, par exemple, pour le cas des polydnavirus, on appelle ça, c'est des gènes qui sont d'origine virale, qui codent pour ce véhicule-là. Et tu as d'autres gènes qui vont permettre d'exciser directement des parties de la guêpe pour l'intégrer dans ces véhicules-là, avec des mécanismes qui sont assez complexes. Voilà, je pense que c'est ça la question. Si ce n'est pas clair, il faut me reposer la même question et j'essaierai d'étoffer. Ces parasitoïdes sont-ils utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs de culture? Ça, c'est une question rhétorique. Celui qui pose cette question, à mon avis, il connaît la réponse. Oui, bien évidemment, en fait, c'est ce qui a motivé à l'époque l'étude de ces parasitoïdes, parce qu'il y a énormément d'argent qui ont été mis là-dessus parce qu'on sait que ces parasitoïdes, elles attaquent des insectes ravageurs de culture. Donc les étudier leur biologie, c'était un moyen d'essayer d'optimiser justement leur utilisation contre ces ravageurs de culture. Donc il y a énormément d'études qui sont faites là-dessus, et c'est plus particulièrement en fait les ichneumonidae qui ont été étudiées pour ça d'ailleurs. Ouais, donc on les peut utiliser, au lieu d'utiliser des pesticides, l'idée en fait c'est, au lieu d'utiliser des pesticides, on va utiliser des modèles biologiques qui attaquent naturellement des insectes qui ravagent les cultures et qui les tuent. Donc c'est un moyen un peu plus éco-friendly, disons, de gérer ce genre de problème. À quoi ressemble votre équipement informatique pour la première partie de thèse? S'agit-il de gros équipements? Y a-t-il de longs calculs? Alors il faut un ordinateur. Donc ici d'ailleurs, ouais, j'ai dit merci à... Alors l'idée, c'est quand on fait de la bioinformatique, moi je suis sur 126 génomes. En biologie, la biologie et la bioinformatique, c'est le domaine qui demande en général le plus de ressources informatiques parce qu'on a des génomes énormes à étudier. C'est un peu aller chercher des aiguilles dans une botte de foin, sauf qu'il faut imaginer que la botte de foin, c'est un stade de foot. Donc moi j'ai un ordinateur, mais je fais tourner les calculs sur... donc on appelle ça le PRABI, c'est un centre informatique qui regroupe plein de super ordinateurs pour faire tourner ça assez rapidement. Après, on peut aller aussi sur l'IFB, c'est un autre programme qui lui regroupe plusieurs fermes informatiques en France. Voilà. Donc j'ai la chance d'être dans un laboratoire qui a de l'équipement informatique assez intéressant pour ma thèse. Ouais. L'ADN de la guêpe est sous forme de plasmide dans les véhicules? L'ADN de la guêpe est sous forme de plasmide. Donc si par plasmide on parle de cercle ADN, ça c'est pour le cas des polydnavirus. Ouais, c'est vraiment des cercles ADN comme ça. Donc il faut imaginer une molécule d'ADN qui est circulaire, dans lequel dedans on a des gènes de virulence, on dit, donc les gènes qui vont entrer en interaction avec le système immunitaire et de la chenille. Par contre, il y a certaines, donc l'autre structure, ce n'est pas des plasmides, c'est directement des protéines qui sont intégrées dans ces véhicules-là, les liposomes. Par exemple, chez Leptopilina, les Leptopilina, c'est ceux de notre laboratoire, c'est ce genre de cas qui est connu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Parce que je n'en vois plus dans le chat. Oui, merci beaucoup effectivement de la part de tous pour cette présentation, Benjamin. Très intéressante. Je peux juste faire un petit... juste, si vous aimez un peu la vulgarisation, j'en profite pour parler de ça. Donc la thèse aussi, c'est beaucoup de recherche, mais c'est aussi des projets annexes. Et dans ma thèse, j'ai eu la chance de faire partie d'une association qui s'appelle le Projet Pangolin. Donc si vous aimez la vulgarisation, moi j'ai une rubrique dans ce site, donc vous pouvez regarder, vous tapez Projet Pangolin sur Internet et vous trouverez des vulgas de sciences. Mais aussi, c'est un projet qui vise également à aller dans les écoles, collèges et lycées pour parler d'écologie aux enfants, justement. Donc, juste un petit aparté, si vous aimez aussi ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir, c'est hyper intéressant.
Et voilà, je pense qu'on peut tous vous remercier parce que c'était hyper cool de faire ça avec Valentin. Je pense qu'on est super contents. Et voilà, et je pense que ça, c'est pas moi de conclure en fait. Ça... Une dernière question. Je une voudrais savoir comment avez-vous trouvé votre sujet de thèse? Comment je l'ai trouvé? J'ai gratté. Comment je l'ai trouvé? En fait, j'ai fait pendant mon... Alors, pendant mon M1, moi j'étudiais plutôt les transferts de gènes entre ces guêpes et les chenilles, parce qu'on sait que puisqu'elles elles sont intrinsèquement liées, on s'attend à ce qu'il y ait des transferts de gènes horizontaux entre ces deux entités. Donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai été amené à connaître les insectes parasitoïdes. Et après, plus tard, mon directeur, un de mes co-directeurs de M1, Julien Varaldi, lui, il étudiait plus particulièrement l'intégration de virus dans le génome des guêpes. Et c'est comme ça que j'ai été amené à connaître ce modèle-là. Avant le master, je n'avais jamais entendu parler de parasitoïdes, par exemple. Donc c'est assez récent. Mais vu que c'est très passionnant et qu'en général, quand on fait de la recherche, on aime les choses passionnantes, j'ai foncé, quoi, parce que c'était un sujet qui demandait aussi, qui restait dans lequel il restait beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà comment j'ai découvert ce sujet.